chapitre qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les limites d'Atterberg. On les appelle aussi les limites de consistance. Nous allons utiliser comme référence la géotechnique mécanique des sols, tome 1, de l'Université de Liège de Robert Charlier, 2007. La mécanique des sols, Université catholique de Louvain, de De Jager, de 2009. Introduction à la géotechnique de Jean Lafleur, 2006. Et le cours pratique de mécanique des sols, plasticité et calcul de tassement de Costel et Singlera, 1983. Pour les limites de consistance, ce sont les différentes teneurs en eau qu'on va faire varier pour qu'on puisse analyser les états du sol. Quand leur teneur en eau varie, les sols fins changent d'état de consistance. Dans les dépôts récents, fraîchement sédimentés, ces sols se présentent à l'état liquide. Leur consistance est celle d'une boue, d'une vase. Un échantillon qui est dans cet état ne maintient pas sa forme par lui-même. Lorsque la teneur en eau décroît, la cohésion augmente. L'échantillon garde la forme qu'on lui a donnée, mais il se laisse déformer de manière permanente, sans difficulté, sans apparition de fissures. Le sol est malléable et se laisse pétrir. Il est à l'état plastique. Une nouvelle diminution de la teneur en eau diminue la déformabilité. Des déformations appréciables provoquent l'apparition des fissures. Toute variation d'humidité se fait avec une variation concomitante du volume et le sol va subir l'effet de retrait, c'est ce qu'on appelle l'état semi-solide. Et enfin, pour des teneurs en eau très faibles, à ce stade, le volume ne change plus quand l'humidité diminue. C'est à ce moment-là qu'on est à l'état solide sans retrait. Ces variations d'état se font de manière progressive. Toutefois, il s'est avéré utile de définir conventionnellement les limites séparant ces différents états. C'est ce qu'on appelle les limites de consistance ou limites d'Atterberg. Les limites d'Atterberg sont des valeurs conventionnelles de la teneur en eau qui marquent les passages des états suivants: liquide, plastique, état ferme et état solide. L'état liquide serait sous forme de boue. Ensuite, on va passer à l'état plastique. Le sol se déforme sans fissure. La frontière entre l'état liquide et l'état plastique, c'est ce qu'on appelle limite de liquidité. Lorsqu'on passe à l'état ferme, semi-solide avec retrait, la frontière entre l'état plastique et l'état ferme semi-solide avec retrait, c'est ce qu'on appelle limite de plasticité. Le sol se déforme avec fissure. Enfin, dans l'état solide, sans retrait, on a l'aspect dur comme description. La frontière entre l'état ferme et l'état solide, on retrouve les limites de retrait. L'intervalle des teneurs en eau pour lesquels le sol se présente à l'état plastique porte le nom de domaine plastique. L'indice de plasticité, c'est la différence entre WL moins WP, et IP, c'est l'indice de plasticité. WL est la teneur en eau à la limite de liquidité en pourcent. WP est la teneur en eau à la limite de plasticité en pourcent. Pour les sols pulvérulents, on peut déterminer la densité relative pour pouvoir caractériser la compacité par rapport aux limites du domaine de compacité. Pour les sols plastiques, on cherche à caractériser la consistance de l'échantillon remanié par rapport aux limites du domaine plastique. On va faire intervenir un autre indice, c'est l'indice de consistance qu'on appelle IC. C'est égal à WL moins W sur WL moins WP, et WL moins WP, c'est l'indice de plasticité. WL, limite de liquidité, WP, limite de plasticité, et W est la teneur en eau naturelle de l'échantillon. On peut également déterminer un autre paramètre, c'est l'indice de liquidité. IL égale à W moins WP sur WL moins WP. Donc, il faut noter à ce moment-là que les dépôts non consolidés, la teneur en eau peut dépasser la limite de liquidité. L'indice de liquidité du sol peut donc dépasser l'unité. Inversement, pour des sols préconsolidés, il peut être négatif. Ce sont ces indices qu'on va regarder sur ce diagramme. L'indice de plasticité IP, l'indice de consistance IC et l'indice de liquidité IL. Donc, vous avez limite de liquidité WL ici sur le diagramme. Vous avez limite de plasticité et le domaine entre limite de liquidité et limite de plasticité va nous donner l'indice de plasticité. Maintenant, comment déterminer les limites de liquidité? Les limites de liquidité au laboratoire, c'est un essai normalisé. C'est-à-dire qu'on doit utiliser des appareils normalisés produits
uniquement pour pouvoir réaliser cet essai. La limite de liquidité est par définition la teneur en eau qui sépare l'état liquide de l'état plastique. Pour pouvoir déterminer cet essai, on doit utiliser la coupelle de Casagrande. Le matériel consiste en une coupelle de bronze montée sur un socle. Voici les différents matériels qu'on peut utiliser. La coupelle, le socle de Casagrande, l'outil à rainurer pour pouvoir séparer l'échantillon en deux parties symétriques. Comment pour pouvoir réaliser l'essai? Donc, il suffit de mettre une masse de sol dans la coupelle et ensuite, on doit tracer une rainure au moyen d'une spatule normalisée. Au moyen de la came, la coupelle est soulevée d'1 centimètre, puis on va laisser tomber cette coupelle. Cette opération est répétée jusqu'à fermeture de la rainure sur une longueur d'1 centimètre. On doit contrôler le nombre de chocs également. La limite de liquidité WL est par définition la teneur en eau pour laquelle cette fermeture se fait à 25 coups. C'est ce qu'on appelle la limite de liquidité de manière pratique au laboratoire. Mais dans la réalité, c'est une droite de régression linéaire qui va nous permettre de déterminer la limite de liquidité à partir du nombre de coups de 25 coups. Donc, étant donné que l'on peut réaliser a priori un mélange correspondant exactement à la limite de liquidité, le technicien du laboratoire va réaliser plusieurs mélanges aux environs 4 à 5 mélanges de teneur en eau croissante, de manière à obtenir 4 à 5 déterminations donnant des coups allant de 15 à 35. La norme nous dit que entre 15 et 20 coups, on doit réaliser un point. Entre 20 et 25 coups, un point. Entre 25 et 30 coups, un point. Entre 30 et 35 coups, on réalise un point. Et après, on va mettre ces points sur le diagramme semi-logarithmique. Et à partir de là, on trace la droite de régression linéaire à travers ces 4 ou 5 points. Et ensuite, on détermine la limite de liquidité. Les résultats teneur en eau et nombre de coups, on va avoir les nombres de coups en abscisse et les teneurs en eau en ordonnée pour pouvoir mettre les points d'essai d'abord et ensuite tracer la droite de régression linéaire. Voici les nombres de coups en abscisse. Donc, vous avez l'échelle logarithmique ici, les nombres de coups. Vous avez les teneurs en eau ici. Un point va nous donner la teneur en eau et le nombre de coups. Vous avez les mesures, un deuxième point, un troisième point, un quatrième point, un cinquième point. Vous avez des points qui ne sont pas alignés. Vous tracez la droite de régression linéaire. Et une fois tracé la droite de régression linéaire, vous choisissez 25 coups. Vous faites la projection sur la droite de régression linéaire. Vous projetez sur l'axe des ordonnées pour pouvoir trouver la valeur de teneur en eau. La valeur de teneur en eau que vous trouvez par exemple ici, c'est 28,39%. Et cette teneur en eau est égale à la limite de liquidité du sol qu'on doit déterminer au laboratoire. La limite de plasticité, quant à elle, c'est WP. Cette limite est par définition la teneur en eau qui sépare l'état plastique de l'état semi-solide ou ferme. Cette limite de plasticité est définie et déterminée conventionnellement comme étant des teneurs en eau la plus basse pour laquelle il est possible de rouler le sol en rouleau de 3 mm de diamètre sans les casser. Un petit échantillon est roulé entre la main et une plaque de verre, puis modelé et roulé à nouveau. Chaque pétrissage provoque une diminution de la teneur en eau. L'opération est répétée jusqu'à ce que les rouleaux se cassent au moment d'atteindre 3 mm de diamètre. Par pesée et séchage, on détermine alors la teneur en eau, WP correspondant. Le même sol que vous avez utilisé pour déterminer la limite de liquidité, vous prenez une partie pour déterminer différents rouleaux comme ça. Vous avez une règle pour pouvoir regarder ce diamètre. Une fois qu'on tient le rouleau en main, ça va se casser. Et à ce moment-là, ces bouts-là, vous allez les utiliser pour pouvoir déterminer la teneur en eau. À partir de là, vous avez la limite de liquidité déterminée au laboratoire, la limite de plasticité déterminée au laboratoire. Vous pouvez déterminer l'IP. L'IP va déterminer quel type d'échantillon fin que vous avez. Est-ce que vous avez du limon? Est-ce que vous avez de l'argile? L'activité d'une argile. La plasticité d'un sol est due à l'eau absorbée sur les particules argileuses. Les limites d'Aderberg varient avec l'importance de la fraction argileuse, mais aussi selon le type d'argile et la nature des ions absorbés. Et c'est Skempton, 1953, qui a étudié l'activité de l'argile. Il a étudié l'influence de chacun de ces facteurs et déduit que l'indice de plasticité d'un sol donné est proportionnel au pourcentage en proie de la fraction argileuse. Le coefficient
de proportionnalité étant caractéristique de la nature minérale de l'argile considérée. Vous avez différents minérales. Vous avez le bentonite, l'activité est égale à 5,4. Le montmorillonite, l'activité est supérieure à 4. L'illite de 0,5 à 2. Carolinite de 0,3 à 0,5. Il y a Sid et en 1964 qui ont étendu l'étude à des mélanges sable-argile pour montrer que la relation entre l'indice de plasticité et la fraction argileuse inférieure à 2 micromètres est linéaire, mais pas toujours proportionnelle. L'équation que Sid a développée, c'est A qui est égal à IP, c'est toujours pourcentage en proie des matériaux inférieurs à 2 micromètres, moins C qui est une constante. Il y a des classes également pour l'activité. Activité AC, les dénominations. De 0 à 0,5, c'est inactif. De 0,5 à 0,75, c'est peu actif. De 0,75 à 1,25, c'est normal. De 1,25 à 2, c'est actif. Et pour les activités supérieures à 2, le sol est très actif. Ou bien le minéral qui se trouve dans le sol argileux est très actif. Casagrande a montré que pour la plupart des sols naturels, il existe une relation entre la limite de liquidité et l'indice de plasticité. Dans cette étude, il utilise un diagramme qui va nous donner IP en fonction de la limite de liquidité. Vous allez avoir IP en ordonnée et la limite de liquidité en abscisse. Et dans ce diagramme, il va y avoir différents types de zones et ces zones sont séparées par des droites correspondantes. WP à 50%, voici 50% ici. Et voici le graphe déterminé par Casagrande qu'on peut retrouver sous différents types de formes. Là, ici, c'est l'argile peu classique dans cette zone. Là, c'est l'argile très plastique. C'est le limon très plastique. Et puis, sol organique très plastique, limon plastique, etc. Vous avez les différentes lignes. Ligne A, ok, vous avez IP égale à 4. Et ensuite, IP égale à 0,73 facteur de WL-20. Donc, qui va nous donner cette ligne-là. Et ainsi de suite. L'essentiel, c'est de déterminer le limiteur de liquidité au laboratoire et limiteur de plasticité. La différence va nous donner l'indice de plasticité et on peut regarder l'indice de plasticité en fonction de la limite de liquidité. Une fois qu'on a IP entre 0 et 5, on est plutôt dans du sable et il faut réaliser l'essai équivalent en sable sur le sol entre 5 et 15 pour des valeurs de IP, le sol à faible plasticité. Avec des IP compris entre 30 et 50, le sol est très plastique. Et lorsque les IP sont supérieurs à 50, le sol est fortement plastique. Les classifications de sol pour l'indice de consistance également. Pour IC, indice de consistance inférieur à 0, un sol liquide. Pour IC compris entre 0 et 0,25, le sol est très mou. Pour 0,25 et 0,5, le sol est mou. Pour des IC compris entre 0,75 et inférieur à 1, le sol est ferme. Lorsque l'indice de consistance est supérieur à 1, le sol est dur.